L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est la présence dans notre studio d'Olivier Létang, président du LOSC. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous pour une heure de discussion dans l'After dans quelques instants. Alors on va parler de la saison lilloise, bien sûr. On va parler de votre stratégie, votre vision, du travail du président. On va même parler un peu gouvernance du foot et de son avenir, à un moment où la passion autour de notre sport est en recul. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Et puis après 23h, Luis Campos, Daniel Florent au programme. Va-t-il rester au PSG? Info et débat à suivre. Il était là aussi. Non. T'as dit après 23h, Luis Campos. Non. Pas tout le monde le même temps. Là, ça fait du monde, là. Et puis on parlera de la conférence de presse du jour d'Antoine Arnaud, futur président du Paris FC. Est-ce qu'il vous a convaincu? On le réentendra tout à l'heure. L'interview d'Adi 8h également dans Génération After, intéressante, que l'on réécoutera en partie. Et puis l'actu foot du jour, plus notre feuilleton de la semaine avec les vieux abonnés de Ligue 1. Ce soir, on ira à Lyon, donc vers 23h45. Le 32-16 est ouvert. Olivier Létang est avec nous. Vous êtes aujourd'hui 4e de Ligue 1, 4 points de Marseille. 10 points de Paris, mais je ne sais pas si on peut regarder aussi haut. En Ligue des Champions, bon, 2 victoires éclatantes, 7 points. Le play-off est déjà coffré, comme on dit. Bon, première question. Pas encore. Dans vos rêves les plus fous, là, comment vous envisagez la suite de la saison et quel objectif vous vous fixez là, fin novembre? C'est une très bonne question, mais vous imaginez bien que je ne vais pas vous le dire à vous ici. Je ne fais pas du tout de langue de bois, mais il y a des choses. On a peur d'afficher les ambitions. Non. Alors, nos ambitions. C'est pas le monsieur Létang qu'on a l'habitude d'entendre. Nos ambitions, vous les connaissez, c'est de se qualifier pour une compétition européenne tous les ans. Voilà, et notre ADN, je le rappelle à chaque fois, et encore une fois, c'est pas du tout de l'arrogance, parce que je dis toujours que l'ambition n'est pas l'ennemi de l'humilité, c'est de vouloir toujours gagner. Gagner tous les matchs, quel que soit l'adversaire. C'est ça, effectivement, notre objectif. Ligue des Champions, être en zone Ligue des Champions, ça n'est pas une... Parce que, par exemple, pour Marseille, on sait que c'est un truc qui est vital. Pour Lille, c'est pas une obligation d'être en Ligue des Champions tous les ans. À une époque, on disait 2 années sur 3, il faut y être. Vous, c'est européen. Ouais. Et européen, pas tant pour des questions économiques, mais pour le club, pour jouer des compétitions, pour jouer... des compétitions autres que la Ligue 1, que la Coupe de France, parce que pour le club, pour nos supporters, pour notre communauté, on l'a vu cette année avec les matchs que nous avons joués à domicile contre le Real Madrid ou la Juventus de Turin, parce que, encore une fois, j'ai pas envie de parler que d'économie, on en parlera tout à l'heure, mais cette activité, avant tout, c'est de la passion et des émotions. Et je ne veux pas être anxiogène, mais on vit une période qui est quand même assez complexe. Et c'est vrai que les stades sont devenus les cathédrales ou les lieux de culte modernes aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait partie des choses dont je suis probablement aujourd'hui le plus fier et qui m'ont beaucoup touché. C'est l'atmosphère qu'il y a dans notre stade maintenant. Et c'est vrai que je l'avais évoqué l'an dernier après le derby contre Lens, la réception de l'Olympique de Marseille ou le match contre Aston Villa, voir un stade qui est plein, des gens qui vibrent, leur donner de la fierté, leur procurer des émotions. À la fin de ces matchs-là, j'ai regardé le stade et j'étais très touché, j'étais très ému parce qu'on touche à ce qui est le plus difficile finalement, c'est l'humain. Et beaucoup de nos concitoyens souffrent, je le disais, et encore une fois, on a, nous, la capacité à leur procurer ça, ces émotions. Donc voilà pourquoi on veut jouer d'abord des compétitions européennes. Pour revenir sur l'aspect économique, je dirais heureusement que le club n'est pas dépendant aujourd'hui de participer à une compétition européenne. Sinon, on met le club en grande difficulté. Et une de mes responsabilités, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de la situation dans laquelle on a trouvé le club, avec 420 millions de dettes, pas d'argent en banque, plus rien à recevoir sur les transferts qui avaient été réalisés. Vous l'avez lu, ça fait maintenant 3 semaines qu'on est désendetté, qu'on a des actifs, qu'on a continué. Et ça, c'est pas une de vos plus grandes fiertés, parce que c'est finalement une des choses qui est peut-être le plus mise en avant quand on parle de vous, c'est ce club qui était ultra déficitaire, le président du LOSC l'a remis debout. Alors ça fait partie effectivement des choses dont on peut être fier. Le club va célébrer ses 80 ans ce week-end. Il aurait dû mourir à 77 ans. Voilà. Donc effectivement, on l'a sauvé. Je dis on parce que c'est toujours un travail d'équipe. On ne fait pas des choses et des grandes choses seuls. Donc forcément, ça c'est une vraie fierté. Ça fait partie aussi de la responsabilité d'un dirigeant d'un club de foot. Pour moi, c'est de protéger le club. Un club de foot aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire d'un territoire, ça fait partie des actifs, du patrimoine d'un territoire local, national, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, par exemple. Et c'est vrai qu'avoir réalisé ça, c'est bien. Mais encore une fois, moi, la plus grande fierté, c'est
la passion et les émotions. Quand je suis arrivé dans le Nord, on m'a dit attention, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Donc, du calme. Et je dis non, mais on peut dire qu'on est ambitieux, on peut dire qu'on a envie de gagner sans être arrogant. Et ce que l'on a fait d'un point de vue économique, c'est assez remarquable, mais on l'a fait sans que ce soit détriment du sportif. Parce que je le disais tout à l'heure quand on était ensemble, pour moi, la pile atomique du dispositif et la pile atomique d'un club, c'est le sportif. Et le meilleur élément marketing, c'est de gagner des matchs. Donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense en permanence, c'est pour gagner. Et à contrario, la chose grave, c'est d'en faire trop pour gagner des matchs, justement, c'est-à-dire de trop dépenser ou de mal dépenser, c'est-à-dire faire des folies sur le marché des transferts pour gagner du match. C'est-à-dire qu'il faut toujours, mine de rien, vous parlez beaucoup de passion, il faut aussi beaucoup de raisons. Alors, moi, j'ai pour principe de ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas et qu'on ne génère pas et de ne pas mettre le club en risque. Vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est obligé de se qualifier pour la Champions League tous les ans, on n'a aucune certitude de se qualifier pour la Champions League. On veut le faire, bien évidemment. Mais si une année, on n'est pas en Champions League, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve en grande difficulté, donc on met encore une fois un club avec une communauté derrière dans une situation qui est difficile. Donc pour moi, ça c'est impossible. Donc c'est aussi notre façon de travailler. On parlait tout à l'heure de vision, de stratégie, c'est de ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas et de ne pas se mettre en situation de stress. Ensuite, si vous êtes en situation difficile économiquement, derrière, si vous devez vendre des joueurs, tout l'écosystème sait que vous êtes en difficulté. Donc vous vous retrouvez dans une position de faiblesse pour vendre les joueurs. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème économique, ce qui veut dire que le club maintenant choisit en disant oui, un joueur peut partir parce que j'ai le joueur qui peut arriver. Et par contre, si on n'a pas envie de vendre un joueur, on a été très attaqué cet été, mais très rapidement, on a donné des positions très claires aux joueurs et au marché en disant oui, ce garçon peut partir, celui-là ne peut pas partir. Et le joueur est informé tout de suite. Alors, bravo pour le sportif, parce que nous-mêmes, dans l'after, on s'est régalé avec Lille. On a fait des superbes émissions grâce à vos performances en Ligue des Champions, donc merci. L'économique, très bien. Attends, juste une question d'actu, parce que j'ai une question sur les objectifs. Le patron du fonds d'investissement qui détient le LOSC, Melvin Partners, a donné une interview très récente à La Voix du Nord en disant qu'il n'était pas fermé à une vente. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il ? Ça veut dire que le club est en vente. Alors, parce qu'il est remis d'aplomb par... Non. Alors, il sera en vente. Alors, il faut remettre dans le contexte et bien cadrer les choses. C'est pas du tout une interview qui a été faite à La Voix du Nord. Ça a été une interview en Italie avec des propos qui ont été complètement mal interprétés. Repris par La Voix du Nord, donc. Oui, ça a été repris par un certain nombre de médias. Aujourd'hui, le club n'est pas en vente. Voilà, il n'y a aucune démarche. Il nous reste un certain nombre de choses à faire. Oui, effectivement. Le club n'est pas en vente là aujourd'hui ? Non. Qu'est-ce qui se passe, Daniel ? Vous avez des informations que je n'ai pas ? Non, le club n'est pas en vente. Non. Nous, on n'a fait aucune démarche. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui de vendre le club. Le propriétaire n'a pas vocation n'avait pas vocation une fois que que les finances étaient redevenues saines, ce qui a été votre mission et on l'a dit 1000 fois accompli avec grand succès, de finalement dire on vend le club ? Non. Ok, très bien. Non. Et donc encore une fois, il n'y a pas de. Si vous reprenez exactement l'interview, c'est pas du tout ce qui a été dit. Et aujourd'hui, le club n'est pas en vente. D'accord. Pas du tout. Et encore une fois, il nous reste un certain nombre de choses à faire. On a des projets, d'autres projets encore. On est sur une dynamique qui est très intéressante. Et aujourd'hui, c'est pas dans les plans et c'est pas prévu. Okay. Mais c'est pas forcément un mal d'être en vente d'ailleurs, parce que si on trouve un autre bon propriétaire, on peut aussi avoir plus de moyens. Alors. Indépendamment du LOSC, je pense qu'il y a une autre chose, c'est est-ce que quelqu'un est intéressé pour acheter un club ? Est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Aujourd'hui, nous, on n'a absolument aucun contact. Le club, je le répète, n'est pas en vente. On n'a pas prévu de le vendre pour l'instant parce qu'il nous reste des choses à faire. Voilà, de façon très claire. Après, dans d'autres clubs, un investisseur arrive avec beaucoup d'argent et qui veut reprendre un club. C'est une autre situation. Juste un mot pour revenir un peu en arrière, mais sur les objectifs. Est-ce que c'est une bêtise ? Parce qu'on a eu ce débat des fois avec d'autres dirigeants, où certains dirigeants qui avaient annoncé des objectifs l'ont regretté, des objectifs précis en termes de place dans un championnat. Est-ce que c'est une bêtise de dire ça ? De dire je vais être dans les 3, dans les 4, dans les 5 Je pense à Rennes l'an dernier. Je pense à Rennes, mais il n'y a pas que quand tu réfléchis. Et il y a eu Nice à une époque aussi, quand ils avaient lancé leur projet il y a quelques temps. Et est-ce que finalement, pour en avoir discuté avec certains qui disent finalement ça c'était une connerie, est-ce que c'est une bêtise d'être aussi précis, comme on l'a dit à l'instant, par rapport à la volatilité du foot, d'être aussi précis en termes
de place et d'objectifs? Non, pour reprendre notre cas, et en tout cas ce que je maîtrise moi, notre volonté c'est de jouer l'Europe, c'est de se qualifier pour une compétition européenne. Et bien évidemment qu'on veut jouer la plus belle des compétitions européennes, qui est la Champions League, qui est Il focalise tout maintenant, qui est la encore plus plus avec grande, la nouvelle formule. qui est la plus grande compétition de clubs au monde pour moi. C'est une compétition extraordinaire. Maintenant, on a fait un parcours l'an dernier en Conference League. On est allé en quart de finale pour la première fois. Alors, il y a eu des matchs au début qui n'étaient pas très passionnants pour tout le monde, mais on les a joués, on est passé, on a joué effectivement un quart de finale. On n'a pas la certitude de jouer la Champions League. Aujourd'hui, à Lille, on est un grand club, mais qui a beaucoup moins de moyens que des clubs avec lesquels on est en compétition. Sans parler de Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Rennes, Nice. Donc ces clubs, Rennes et Nice ont plus de moyens que vous? bien sûr. Si vous comparez la masse salariale de ces trois clubs, vous verrez effectivement que le LOSC, aujourd'hui, a une masse salariale inférieure. D'accord ? Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner. Et on veut gagner. C'est comment créer un avantage. Mais il ne faut pas le dire. Faut pas dire 3e, 4e. Il faut rester comme ça. Non, mais c'est. Vous savez, encore une fois, j'ai pas envie. Non, mais moi, j'ai pas envie de faire la langue de bois. Mais comment ça se passe ? On va avoir une communication vis-à-vis de vous en disant on veut se qualifier pour l'Europe. C'est-à-dire que déjà, on affiche quelque chose, ok ? Et avec une préférence pour la Champions League. Mais on ne peut pas se mettre en risque économiquement si on ne joue pas à la Champions League. Les 2 dernières années, on a joué l'an dernier une Conference League, l'année d'avant, on n'a pas joué de Coupe d'Europe. Le club a continué, indépendamment des performances sur le terrain. Nous sommes le club avec la meilleure performance économique. Sur les 3 dernières années, ça va être une 4e année, ok ? Par contre, ça ne nous empêche pas d'avoir des objectifs entre nous, dans le vestiaire, et qui doivent rester. Je dis toujours qu'une saison sportive, c'est une aventure humaine. Une aventure humaine où il y a beaucoup de choses qui se passent que personne ne voit. C'est derrière le rideau. Il y a des moments, des échanges, effectivement. Mais l'idée au cœur de la saison, de réajuster avec les joueurs. Ouais, quand on voit que ça se passe bien, de dire bah là les gars maintenant, si on va pas le dire en public, mais là maintenant on joue, on peut être sur le podium. Ça. Je pense que vous savez, parfois on parle des mercatos. Les mercatos sont notés dès le mois de début septembre. Je dis toujours qu'un mercato, finalement, il doit être noté au mois de mai. Nous, tout le monde a dit, et c'est vrai, on a fait un très bon début de saison avec des performances remarquables en Champions League parce que le club a bien travaillé, le staff a bien travaillé, le coach a très bien travaillé, les joueurs ont très bien travaillé. Mais je leur répète à chaque fois que finalement la ligne d'arrivée est au mois de mai. Et au mois de mai, si jamais on n'a plus de résultats d'ici le mois de mai, tout le monde aura oublié effectivement ce qui s'est passé là. Voilà. Et on aura oublié le Real, notre ADN à nous, c'est de gagner en permanence. Moi, j'ai toujours envie de gagner des titres. Voilà, gagner des titres, c'est important. Aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. J'ai fait une interview pour le Figaro, je crois, le jour du match contre Real Madrid, où j'ai dit notre objectif, on joue contre Madrid, on veut gagner. Les gens nous ont regardé avec des gros yeux en disant mais ils sont fous en fait. Mais les joueurs chez nous, ils le savent. Ils sont pas payés pour arriver à l'heure. Ils sont pas payés pour être professionnels. Ils sont pas payés pour s'entraîner et ils sont pas payés pour jouer. Ils sont payés pour gagner. Et donc en termes de mentalité, après c'est facile de dire ça. Après on a une organisation au quotidien où tout est mis en œuvre pour gagner. Voilà. Notre métier, c'est de laisser un minimum d'espace à l'incertitude, c'est de chasser le moindre détail, le marginal gain, qui va faire que peut-être on va y arriver. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité dans notre activité. Si on fait tout à la perfection, on va chasser le moindre, peut-être que l'on peut gagner. Si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on ne gagnera pas. Petite question pour faire la transition avec le sujet d'avant. Donc j'en mets 2. Première question, est-ce que Gérard Lopez a encore quelque chose à faire dans le football français ? On voit ce qui se passe à Bordeaux et vous nous décrivez comment il vous a laissé Lille. En 2 mots. Et deuxième question, est-il vrai qu'Olivier Létang est le seul président qui demande les feuilles de match et les compos d'équipe à son entraîneur avant les matchs ? Lopez d'abord. Bon, non, Daniel a répondu, je pense que le bilan parle pour lui. Et le deuxième, pas du tout. Ça, c'est faux. On a eu des mauvaises informations alors. C'est vrai que vous découvrez la compo de l'équipe comme en même temps que tout le monde, non ? Non, on peut échanger avec le coach, mais j'ai pas une obsession de. Vous savez, je suis très souvent présent à plusieurs séances si je suis sur l'île d'entraînement, et donc on voit la mise en place. Voilà, donc très rapidement. Donc, faut rappeler que vous avez été joueur. Les gens savent peut-être pas tous. C'est vrai. D'ailleurs, si on faisait une petite carte d'identité, parce que vous êtes le président, on va dire en ce moment, qui doivent être dans le top 3 des plus hype de notre Ligue 1, mais finalement. Est-ce que les gens ont en mémoire que vous avez été joueur de foot pro, que vous avez passé votre diplôme d'entraîneur ? Personne ne sait qu'il est né au Mans. Ça, ok. Je pense qu'on n'a pas complètement oublié que vous avez bossé au PSG avec Leonardo. Et
que probablement, moi je pense que c'est une personne qui vous a beaucoup marqué, ainsi qu'Ancelotti, avoir été avec ces gens-là et leur degré d'exigence, je pense que ça a marqué votre carrière aussi. Mais finalement, c'est vrai, il y a eu Rennes, il y a eu Lille, mais avant, il s'est passé des trucs et vous étiez moins dans la lumière à ce moment-là. Beaucoup moins même. J'aime pas parler de moi, mais j'ai un parcours qui est totalement atypique parce que, ouais, effectivement, j'ai une formation de commissariat aux comptes, j'ai été footballeur professionnel, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur très jeune, j'ai été en même temps directeur administratif et financier et joueur professionnel, donc j'allais à la DNCG avec mon président Christophe Chenu à l'époque, et donc c'était un joueur qui était en face des membres de la DNCG. J'ai été directeur général du Stade de Reims, j'ai ensuite été directeur sportif adjoint puis directeur sportif du Paris Saint-Germain et ensuite président. Donc j'ai une vision qui est très complète et assez 360 degrés finalement de tous les métiers, toutes les expertises. Mais voilà. Donc j'en reviens. Alors, revenons à la passion, à l'émotion et au football. Ça veut dire que quand vous voyez les mises en place, vous avez l'œil pour savoir ce qui se passe et vous pouvez avoir une discussion tactique avec votre coach. Il y a plein de présidents qui s'y refusent, par exemple. Alors non, on en parlait tout à l'heure, je refuse de parler de technique et de tactique avec les joueurs pour qu'il n'y ait pas de confusion. Avec le coach, on peut en parler quand on est tous les deux, s'il me demande son avis, si on a un échange. Mais par contre, à aucun moment, je ne veux intervenir sur la composition d'équipe. Voilà, le coach a une totale liberté dans ses choix. Je pose la question parce que les coachs aiment toujours mettre des barrières infranchissables, l'équipe c'est moi. Non mais ça dépend, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'aventure humaine. Dans un club, vous choisissez des hommes avant. Certains ont beaucoup souri pendant les mercatos. Je dis, je ne signe pas des joueurs, je signe des hommes. Et c'est fondamental dans un projet de savoir avec qui on a. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Chaque club a son identité, sa culture, son code génétique. Chez nous, c'est très marqué. Mais qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce que vous regardez culture. Quand vous recrutez quelqu'un, vous dites je recrute des hommes. C'est des belles phrases, j'aime beaucoup. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de recruter, vous avez l'agent qui est face à vous. Bon, alors comment il est ton gars? Comment il se comporte dans la vie? Est-ce que c'est un mec qui sur le terrain va me faire des histoires? Est-ce que c'est un chouineur? Non, on va surtout pas demander à l'agent. On va surtout pas demander à l'agent. L'agent, il est là pour vendre un joueur, donc il peut vous raconter effectivement ce qu'il veut. Et donc, merci pour on fait un vrai travail. On se renseigne effectivement auprès de joueurs qui ont été dans le même vestiaire ou sur un certain nombre de personnes. Et puis, je passe beaucoup de temps et on passe beaucoup de temps avec les joueurs. Voilà, chez nous, quand un joueur arrive chez nous, il est hors de question qu'au bout d'un mois, 2 mois, ils nous disent « Ah, ça, je n'étais pas au courant, ça, je ne savais pas ». Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le niveau d'exigence, sur l'investissement, sur pourquoi le joueur était là, le joueur le sait. Il n'y a aucune surprise. Après, on délivre. C'est-à-dire que chez nous, encore une fois, je vous dis tout à l'heure, pour un joueur, il y a tout. Il ne manque rien. Voilà, donc ça fait partie, effectivement, à un moment donné, des ressentis, des informations qu'on a croisées, des renseignements qu'on a pris, et puis après, un échange avec le joueur. Mais on passe beaucoup de temps. Je parlais tout à l'heure un journaliste m'a appelé pour parler de Rafinha. Rafinha, que j'étais allé chercher au Sporting de Lisbonne. Rafinha, je suis allé 2 fois le voir personnellement à Lisbonne pour parler avec lui, passer du temps avec lui, qu'il comprenne où il arrivait. Parce que la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, c'est quoi Rennes? Je savais ce qu'elle allait me répondre. Il m'a dit, je ne sais pas. Mais c'est normal, quand vous avez un joueur brésilien qui joue au Sporting Lisbonne, c'est une anomalie de venir à Rennes. Donc s'il est venu à Rennes, c'est que je lui ai exposé très clairement le projet pour qu'il sache et qu'ensuite il me dise « Ok, je viens ». Ce que les Rennais n'ont pas fait avec Matic, parce que ce qui a été un cas emblématique l'an dernier, c'est que Matic il s'est retrouvé à Rennes un peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu, on a eu l'impression que lui aussi il se demandait où il était tombé. Et à la fois club et peut-être ville et tout. Est-ce que d'après vous, c'est... Quand vous avez vu ce dossier, puisque vous connaissez ce joueur évidemment et le club, à Rennes en l'occurrence, que vous pensez, vous êtes dit il y a eu sans doute des erreurs, mauvaise rencontre. Non, je ne veux pas, moi, parler des autres clubs et des autres joueurs. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si on n'a pas 100% des informations, c'est difficile, en fait, de se positionner. Par contre, quand je dis que je recrute des hommes et pas des joueurs, c'est-à-dire que si le joueur n'est pas bien dans sa vie d'homme, lui et sa famille, il ne pourra pas être bon sur le terrain. C'est impossible. Et donc, quand je dis effectivement que tout est mis en œuvre pour le joueur, pour sa famille, pour qu'ils se sentent bien, et après que tout est mis en œuvre au quotidien. Par exemple, pour les enfants. Parce que c'est aujourd'hui, dans le sport de haut niveau en général, et dans le football, c'est dur de gagner. C'est de plus en plus dur de gagner. On le voit avec des plus petits clubs ou des plus petites nations. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tout est difficile. Tout le monde, effectivement, a progressé. Donc, à un moment donné, quand vous voulez gagner, quand on a envie de gagner, forcément, il faut connaître, effectivement, je parlais d'aventure humaine, être certain
que les joueurs qui viennent chez nous, ils viennent pour les bonnes raisons. Mais sur Qu'ils aient l'entraîneur, pas de surprise. sur l'entraîneur, c'est intéressant parce que vous avez dit, ok, pareil que pour les joueurs, une histoire d'homme, ok, mais on sait quand même. Vous faites pas la compo, on a compris, ok, avec Genesio, c'est la moindre des choses, mais sentir son président qui vient dans le vestiaire très vite après un match, ou qui intervient très vite et très fort dans la presse, c'est parfois une pression pour le coach, même si vous ne dites pas, tiens, il fallait mettre Sauf un tel si le à la coach place est d'un prévu tel. dès le départ. Non, Pour mais le compléter coach, la on a. Est-ce que c'est pas dur, en gros, d'être un coach avec Olivier Létang? Parce que, ok, là, ça se passe bien, vous gagnez. Mais on sait ce qui se passe. Ce qu'il va falloir voir, c'est quand ça va tanguer, comment le couple coach-président va survivre à ça. Et là, on dit Et que on vous a- êtes trop présent à ce moment-là. Ouais, et souvent, il y a la critique qui revient Quand sur on vous. perd ou quand on gagne. Ah non, mais en général. deux cas, En dans les général, deux en cas. Non, général. moi je suis là pour donner beaucoup de force à mon entraîneur. Ça, c'est très important. À chaque fois, quand il y a des interventions, j'échange avec le coach d'abord pour savoir si effectivement on est OK, pas OK sur un certain nombre de choses. Parce que l'idée, c'est de gagner, c'est pas de me faire plaisir à moi. Hein. C'est effectivement c'est qu'on soit performant et qu'on gagne. Après, il y a un certain nombre d'interventions. Je sais ça a été évoqué après Saint-Étienne, par exemple, où j'ai dit ce que je pensais parce que on parlait tout à l'heure de culture, d'identité, ce que j'appelle le code génétique d'un club. Quand à un moment donné, ces valeurs-là, elles sont touchées, où on n'est plus effectivement dans le cadre de ce que l'on s'est dit avec les garçons, avec les joueurs au début d'année, pas d'un point de vue technico-tactique, c'est pas mon job et je ne vais pas m'en occuper, mais sur l'état d'esprit, la mentalité et les valeurs, là, oui, effectivement, on peut avoir des discussions. Ok, Olivier, mais si vous le faites une fois, quand vous l'avez fait la première fois, on dit, il y a ceux qui ont critiqué, nous, je crois qu'ici, on a tous dit, c'est le rôle d'un président de venir, de parler d'exigence. C'est important, c'est comme ça qu'en France, pendant trop longtemps, on avait des clubs qui n'étaient pas au niveau. Mais si on le refait 2 fois, 3 fois, est-ce que... Alors, je ne sais pas si on est arrivé à 3, je crois qu'on est arrivé à 2. Mais on ne risque pas de Non, diluer on un est- peu on et est- on on ne est- risque pas de se dire, ah là, il en fait trop, parce que ce coup-là, il nous l'a déjà fait. Vous n'avez pas grillé votre challenge, en gros? Non, moi, je l'ai fait une fois cette année, c'est à Saint-Étienne. Ah, il n'y a pas eu une autre fois où vous avez repiqué une autre gueulante? Il me semble, hein, je ne l'ai pas immédiatement en tête. Mais je pense que... Non, Non, mais à la limite, fois. peu importe. Est-ce Exactement. qu'il faut le faire une fois, 3 fois? Comment on dose quand on a envie d'être interventionniste comme vous? Et c'est votre choix de l'être, vous l'assumez, et nous, on n'a rien contre. Hein. Moi, je suis même plutôt tendance à trouver ça bien. Mais comment on dose ça? Mais je vais vous dire une chose, c'est que tant que les garçons, encore une fois, on ne parle pas de technique et de tactique, mais ne sont pas dans ce que doit être le club en termes de valeurs, c'est quoi nos valeurs à nous? Eh ben, à un moment donné, je dois intervenir autant de fois, y compris vis-à-vis d'eux. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a aussi beaucoup d'échanges avec les joueurs en permanence. C'est-à-dire qu'on est parti sur un projet, ensemble. Quand je parle d'aventure humaine, où on va atterrir à la fin de la saison? Personne ne le sait. Est-ce qu'on va gagner un titre? On va tout faire pour gagner un titre. En France, gagner un titre, c'est compliqué. Voilà. On en a gagné déjà, donc on peut quand même le faire. Oui. Est-ce qu'on va finir très haut? Ce que je veux, moi, quand je parle d'aventure humaine, c'est qu'à la fin de l'année, on se regarde tous droit dans les yeux. Personne n'a triché. On a fait le match. Personne n'a menti. Et on a tout donné. Une fois que tu as tout donné, ok, là, tu peux pas. Olivier, et on va se revoir 1 an, 5 ans, 10 ans après, des relations avec des joueurs absolument incroyables. Il y a des moments où ça a été chaud, mais les joueurs savent à un moment donné quand vous avez un niveau d'exigence qui vous permet de gagner. À Rennes, les joueurs, par exemple, m'ont dit à la fin de la saison, quand on a gagné un titre, ils m'ont dit merci, président. En signant à Lille, je ne savais pas qu'on pouvait gagner un titre et je ne savais pas qu'on pouvait jouer l'Europe. À Rennes, pardon. Mais attends, juste un point précis. Intervention, ok, ça on a compris. Par rapport à vos joueurs, c'est la moindre des choses. Vous êtes le manager en chef, mais public ou en interne dans le vestiaire, parce que c'est pas pareil. Ils prennent cher les joueurs si vous intervenez devant la presse. Alors qu'en interne, ça c'est votre job. Là, je comprends totalement. Je vous suis à 100%. Vous pouvez intervenir 15 fois. Non, mais on est tous alignés. On est tous dans le même bateau. Quand on perd, le premier responsable, finalement, c'est moi. Hein. Parce que j'ai choisi les hommes, l'entraîneur, les joueurs. Donc, c'est ma responsabilité. Donc, ça veut dire que moi aussi, quelque part, j'ai déconné si on ne gagne pas. C'est pas dire c'est de la faute des autres. Hein. Le premier responsable, c'est moi. Et qu'on soit tous alignés. Après, vous pouvez faire dans le vestiaire. Mais si vous le faites effectivement également publiquement, ça veut dire que moi, je ne le fais pas pour me faire plaisir. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas de prendre la parole. Mais à un moment donné, Daniel le disait tout à l'heure, vous êtes effectivement une institution qui doit être très forte. Personne ne peut toucher au club. Personne n'est au-dessus du club. Ça, c'est quelque chose qui est clair, limpide. Donc, à partir de ce moment-là, que tout le monde, l'écosystème, comprenne effectivement que ça doit être en adéquation le discours avec effectivement nos valeurs, il n'y a pas de surprise.
n'y a pas de surprise. Daniel, une dernière question sur le management. Oui, Et ensuite, on passe sur votre rôle et comment vous l'envisagez, parce que vous parlez beaucoup d'humilité, mais certains disent que, au fond, vous l'êtes pas tant que ça. Et alors, c'est marrant parce que il y a deux personnes que moi j'aime beaucoup et qui, au niveau de la façon dont vous envisagez votre rôle, ont du mal. Ces deux personnes, c'est Luis et Jérôme. Deux anciens joueurs et Luis Fernandez également entraîneur. Et eux, ils ont une vision du président qui ne doit pas être présent comme vous. Au LAS, on a connu un président omniprésent. À Brest, on a un président dont on ne connaît même pas le visage. La tradition anglaise, on ne les connaît pas, les présidents. Il n'y a pas réellement de définition, au fond. Donc, est-ce que vous assumez à 100% finalement, et je pense que oui, ce que vous êtes et la façon dont vous voyez votre métier qui déplaît à certains. Jérôme, par exemple, je l'entends dans son émission, on ne peut pas dire qu'il soit grand fan de votre travail. C'est bizarre parce que je suis venu dans son émission au mois de avril, il avait été super sympa. Non, mais moi je dis pas. Il reçoit bien. Mais il a le droit de avoir son opinion là-dessus. Je pense que ça dépend en fait de la personnalité de chacun. Mais je dis une chose qui pour moi est assez claire, c'est que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est-à-dire que si la tête est forte, derrière, effectivement, ça va ruisseler et redescendre. Le président du club, il est là pour défendre l'institution, le club, les valeurs et que tout le monde respecte ces valeurs-là. C'est fondamental. Et je dis toujours que pour être respecté, soit respectable. Quand je parle chez nous de travail, de combat, d'engagement, de résilience, de solidarité, je dois être le premier à donner cette image-là. Très important. Et après, on est tous différents. Mais je tiens à dire quelque chose qui est important, c'est que effectivement, c'est clair chez nous, mais nos joueurs, j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, il y a tout pour performer. Et la pile atomique, c'est de gagner des matchs. Et les joueurs, ils peuvent prendre, excusez-moi l'expression, mais un putain de pied et un putain de plaisir en vivant des émotions et en donnant aussi beaucoup d'émotions. Si vous demandez aux joueurs si le fait effectivement d'avoir un cadre très exigeant, ce qu'ils ont vécu contre le Real Madrid, qu'ils ont vécu contre l'Atlético Madrid, et encore une fois, le prochain match est toujours le plus important dans la compétition. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est formidable. Nous, on est concentrés sur demain. On est tous concentrés sur demain avec cet ADN qui est de vouloir toujours gagner, avec beaucoup de respect et d'humilité. Un président présent et qui assume d'être présent. Bon, dossier suivant. Voilà. Mercato. Que va-t-il se passer à Lille cet hiver ? Ouais, cet hiver et puis après surtout Joe David, c'est le gros dossier. Cet hiver, la saison prochaine, c'est dans une éternité pour moi. Non, Daniel, je suis sincère. Non mais. Non. Donc le mercato de janvier, on a aujourd'hui un effectif qui est fourni. On a eu beaucoup de blessures et malgré toutes ces blessures, finalement, on a continué à avoir des résultats. Donc on est super content. On en parlait avec Bruno. On a beaucoup de joueurs qui reviennent parce qu'on a eu des blessures qui sont très longues. Ce qui veut dire qu'on a un effectif fourni. Vous dire aujourd'hui ce que l'on va faire au mois de janvier sans savoir ce qui va se passer en termes de blessures, paraît difficile. Ça conditionnera le mercato. Oui, mais on est armé. Et moi, je le dis tous les ans, j'aime pas le mercato de janvier. Ouais. Parler d'aventure humaine, intégrer un joueur où vous allez le chercher, comment, il faut toujours surpayer en janvier. Les gens veulent savoir, c'est Joe David. Alors, juste pour terminer, je considère que quand on a un club fort, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que nous, on a la force du groupe. Et ce groupe, il l'a démontré, il est très fort. Malgré les vents contraires, je vous rappelle quand même notre histoire. Le 19 mai, à la 92e minute, on est qualifié pour la Champions League. À la 93e, on ne l'est plus. Je peux vous assurer, quand vous avez un stade entier qui pleure, quand je suis rentré dans le vestiaire, où j'ai dit aux joueurs qu'on allait revenir plus fort, ils ont dû se dire, mais il est fou en fait. Dans un contexte, pas de droit télé, marché des transferts à tonnes, il fallait qu'on soit prêts, nous, le 6 août. Pas le 7, le 6. Préliminaire. Et on avait. Pas de droit télé, on en parle après parce que c'est notre sujet de Discord. Non, mais ça, c'est important, on parlait du mercato. Oui, mais comme ce sera notre sujet de Discord principal, il nous faudra du temps parce que c'est le moment où on va s'engueuler. Joe David, c'est pas vrai. Je ne peux pas croire. Alors, parce que sinon, tout ce que vous avez dit avant s'élimine. Le président prévoyant, le président qui pense à tout, qui a redressé le club financièrement, il ne peut pas venir me dire. Ça, ce sont vos propos, pas les miens. Ok. Qui pense à tout. Ok, très bien. Le président de ce club-là ne peut pas venir me dire. Joe David, l'attaquant qui met le plus de buts à Lille, non pas cette année, mais également l'année dernière. Moi, je ne crois pas à la théorie du 4x10. Quand on a un attaquant comme Joe David qui est capable de mettre autant de buts et qui est
selon moi, l'un des 4 meilleurs attaquants joueurs. qui marquent des buts. La- c'est ça, la- le- Mais l'un 4 des fois meilleurs 10, joueurs c'est du- quand, l'un des c'est meilleurs quand on joueurs n'a du pas ce championnat. 9-là, Et qui est Daniel. dans sa dernière année de contrat, moi je ne peux pas croire que vous n'êtes pas déjà en train de discuter avec son agent et qu'il va falloir décider. D'abord, en plus, comme il était déjà dans sa dernière année, déjà il aurait peut-être dû partir cet été s'il y avait eu une belle offre. Il n'y a pas eu de belle offre. Donc vous êtes par défaut dans la dernière année de contrat avec lui. Donc il va falloir faire quelque chose. Vous allez lui proposer une prolongation. Mais Daniel, c'est pas, il va, C'est obligatoire. ça n'est C'est pas, obligatoire. ça n'est pas, il va falloir. La situation de Jonathan, elle est super simple. On est très heureux de l'avoir avec nous. Merci, oui, ok. Et sur la dernière intersaison, on dit nous, aujourd'hui, il reste 1 an. C'était normal de le vendre. Je termine. Hmm. Doucement. Hein, on joue une compétition. On pouvait se qualifier pour la Champions League. Voilà. À un moment donné, quand vous avez un garçon qui met 20-25 buts par saison et le travail que nous avons fait sur le club, on n'était pas pendu avec l'obligation de le vendre. On a eu la capacité de dire peut rester. Peut rester. Et on a été très clair depuis le début. Il y a pas Et eu de d'ailleurs, grosse offre et d'ailleurs- suffisante aussi. non, il n'y a pas eu d'offre. D'accord. Mais nous, notre position, elle a été très claire dès le début. On n'a pas dit tu vas pas jouer parce que si tu pars pas, tu joues plus. Non, on a pensé aux sportifs, je le disais tout à l'heure. Jonathan, bien évidemment qu'il a déjà aujourd'hui une offre entre les mains du club. De prolongation de contrat. Bien sûr. C'est normal. C'est Donc normal. la balle est dans son camp. Il Oui. va revenir demain matin de sélection. On s'est vu avant la trêve internationale. On s'était vu avant la trêve internationale précédente où on parle. Jonathan a dit le LOSC, effectivement, c'est mon club. J'y ai passé 5 ans. Donc on a beaucoup d'échanges là-dessus. D'accord, sur le fait effectivement qu'il puisse rester avec nous. Il y a aussi le risque de blessure pour le joueur. Il y a de plus en plus de joueurs blessés. Thiago Santos chez nous. Il a pas eu d'offre l'été dernier, il a été approché par l'OM, sauf que l'OM ne pouvait pas se le payer. Je ne sais pas. L'OM ne moi, m'a je le jamais sais. Moi, je vous le contacté, dis. donc je n'ai pas cette information. L'OM a parlé avec Voilà, son mais agent. pour revenir à L'OM a parlé Jonathan, avec son agent. pour Il faut revenir à peut-être avoir Jonathan, parlé avec lui. pour revenir à Jonathan, il ne partira pas au mois de janvier. Il restera avec nous parce que c'est un joueur important. D'accord. On parle de la force de l'équipe, mais il bénéficie aussi du travail de toute l'équipe. C'est un garçon qu'on va avoir avec nous jusqu'au mois de mai pour terminer la saison parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a des objectifs. On veut gagner, on veut se qualifier pour des compétitions européennes, on veut gagner des titres, on veut finir le plus haut possible. Et à un moment donné, quand vous avez un joueur qui met 20 ou 25 buts, pour nous, c'est la priorité. Une qualification en Champions League l'année prochaine avec un joueur qui nous met 20 ou 25 buts, ça équilibre un transfert effectivement qui n'est pas fait. On n'a pas de certitude. Donc là, en fait, On n'a pas de certitude et on n'est pas sous pression. Non. L'actualité, c'est qu'il doit vous dire il accepte la prolongation ou pas. Aujourd'hui, la position C'est ça. est celle-ci. C'est celle-là. Mais Voilà. il a dit que le LOSC était son club. Il aime le club. Et moi, je lui ai dit, tu sais, y compris pour toi, à un moment donné, de dire, je prolonge avec le club, quitte à partir l'été prochain pour laisser le club, effectivement, dans lequel j'ai passé 5 ans avec quelque chose. Mais il a bien évidemment déjà une souligner que c'est Allez, dossier suivant. il a déjà une proposition entre les mains. On peut souligner que c'est un très bon gars, en plus, dans sa mentalité. Oui, mais on en revient à l'aspect humain que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons un groupe d'un point de vue humain qui est extraordinaire. Ok. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait face au vent contraire. On a commencé la préparation avec nos 2 matchs pour se qualifier pour la Champions League, pas dans notre stade. On a joué à Valenciennes, on a eu beaucoup de blessés. Si ce groupe humainement, il n'avait pas des vertus très, très fortes, mais ça, on a choisi les hommes, indépendamment des joueurs. 2 cas particuliers. Zegrova, que va-t-il se passer avec lui? Et Chevalier, à partir de combien, de quelle offre vous le laissez partir l'été prochain? Je vais être très sincère avec vous. Daniel ne me croit pas, mais l'été prochain, pour moi, c'est une éternité. Aujourd'hui, je veux que tout le monde soit concentré sur une seule chose. La saison actuelle du LOSC. Le prochain J'entends, match... mais vous y pensez forcément. Non, ce serait la pire des conneries. Ce serait la pire des conneries que de commencer à parler, y compris avec les joueurs, d'évoquer effectivement des cas. Moi, ce que je demande, c'est que tout le monde soit concentré sur le LOSC jusqu'au dernier match de la saison. Et qu'on réalise la plus grande saison possible. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, on fera le point. Ouais, mais par rapport à Zegrova, c'est intéressant parce qu'on a souvent dit, puisque vous parliez de valeur humaine, qu'il n'a pas toujours été totalement à la hauteur parce qu'il souhaitait partir et que vous, même en interne, vous ne considériez pas qu'il a, peut-être Genesio aussi, je ne sais pas, suffisamment d'investissement. Tout ça, ça fait partie des joueurs que vous avez dû recadrer forcément à un moment donné. Non, mais Edon, c'est pareil. Edon, je me rappelle de la première... Je suis pas sûr qu'il ait eu toutes les valeurs tout le temps que vous soutenez. Non, en fait. En fait, Edon, c'est un très bon mec qui a un talent incroyable. Et je me rappelle du premier échange qu'on a eu avant qu'il ne vienne chez nous. Je lui ai dit, toi, on va pas t'apprendre à dribbler.
un don pour le dribble. Par contre, il y a tout un tas de choses, effectivement. Si tu veux aller au très haut niveau, c'est à un moment donné, c'est le projet collectif, c'est quoi? Comment je me connecte avec les autres? Est-ce que je viens défendre? Si vous voulez aller au très haut niveau, si vous n'avez pas ces qualités-là, ça ne marche pas, premièrement. Deuxièmement, vous devez avoir une constance. D'accord? Et les grands clubs vont aller chercher des joueurs qui, tous les matchs, ont un niveau de performance élevé. Je me rappelle, on avait eu une discussion avec Edon après le match au Havre l'an dernier. On gagne 2-0, il y a 2-0 à la mi-temps. Il met un but extraordinaire et fait une passe décisive. En deuxième mi-temps, il a fait n'importe quoi. Les très grands joueurs, qui sont dans les très grands clubs, voilà, j'ai marqué 2 buts, je vais en marquer 3. Je vais en marquer 4. Et en permanence. Et c'est pour ça qu'Edon, et je l'ai dit en conférence de presse au mois de juillet, alors qu'il avait dit un petit peu maladroitement peut-être qu'il voudrait partir, mais je lui ai dit à lui, parce qu'avec les joueurs, je suis toujours juste et transparent et courageux avec les joueurs. Donc ils savent tout, qu'il ne partirait pas parce qu'il resterait avec nous, qu'il n'était pas prêt encore pour aller dans un très grand club. Aujourd'hui, il fait des choses intéressantes. Je pense qu'il peut encore s'améliorer. Quand je parlais de consistance, c'est à tous les matchs où il doit être très performant. Et pour l'instant, Olivier Létang toujours avec nous, président de Lille et aussi membre du CA de la LFP. Pourquoi avoir voté la Brune lors de la dernière élection? On a besoin d'explications. Ben, je l'ai déjà dit, parce que c'était le meilleur candidat. Malgré l'échec des droits télé. Non, mais c'était le meilleur candidat parmi ceux qui avaient les parrainages. Pour moi. Voilà. Cyril Linette avait les parrainages. Oui, mais Vincent Labrune, pour moi, était le meilleur candidat. Je le redis aujourd'hui. Excusez-moi. Je ne dis pas. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, pour le public en France, qui à 100%, tous les médias, je pense que nous ne sommes pas tous des idiots, tous nous pensons que son bilan est catastrophique, que c'est l'état du football français, l'état dans le marasme dans lequel on est en termes de droits télé, le fait que DAZN va planter, c'est de sa faute. Et qu'un président comme vous, qui brillait à Lille, le silence, et je ne peux pas croire, enfin, on se connaît quand même un petit peu, je ne peux pas croire que ce soit 100% sincère. Et je le dis de vous et d'autres présidents que je connais, c'est impossible ce que vous dites. C'est impossible. C'est un échec retentissant. Vous qui parlez d'exigence, vous qui dites sans arrêt que les valeurs... Dans n'importe quelle entreprise au monde, avec un tel bilan, c'est pas qu'on est viré, c'est qu'on prend un coup de pied au cul. Ça n'était pas le meilleur candidat, monsieur Létang. Ça n'est pas vrai. Alors, déjà, la Ligue, ça n'est pas une entreprise classique. Dans quelle entreprise il vous faut des parrainages pour pouvoir accéder à la présidence? Et il fallait les parrainages de 2 familles, ainsi de suite. Mais je ne suis pas allé au bout, Daniel. C'était le meilleur candidat. Par contre, il faut effectivement une modification profonde de la façon dont nous avons travaillé. Je me mets dedans aussi. Moi, je n'étais pas au conseil d'administration, je n'ai pas été dans les discussions effectivement sur l'appel d'offres droit télé. Donc encore une fois, quand on n'est pas dedans, c'est très difficile de critiquer parce qu'on n'a pas toutes les informations. Mais oui, bien évidemment. On les avait, oui, bien évidemment, il faut une modification importante de la façon de travailler. Ça, c'est une évidence, puisque on est tous d'accord, bien évidemment, que ça a été un échec. Et c'est un échec qui a un impact très important pour les clubs, parce que beaucoup de clubs aujourd'hui se retrouvent dans une situation difficile. Parce qu'on parle des revenus, mais finalement, on a eu une double peine. Il y a eu un double effet finalement, parce qu'il y a eu une diminution des revenus et une hausse très importante des charges. Ce qui veut dire que le net à répartir pour les clubs, il est très faible aujourd'hui. Donc c'est un échec, c'est un bilan catastrophique. Mais ça, je crois qu'il vient de le dire. Non, mais je l'ai dit. Et donc vous ne pouvez pas venir dire derrière que c'était le meilleur candidat. Il fallait changer de candidat. Mais dans ceux qui avaient les parrainages, je l'ai redit. Vous ne pensez pas que Cyril Linette aurait pu n'était pas un bon travailler candidat, avec alors Canal, ils viennent chez eux, il avait je pense qu'il y a une vraie complexité et c'est trop facile de dire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, bien évidemment, moi, si j'ai aussi accepté d'aller au conseil d'administration, c'est pour changer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on va pouvoir tout faire? Point d'interrogation. Mais il y a une volonté, en tout cas, de changer d'approche parce que on a une échéance qui peut arriver très vite. Très, très vite. Sur les droits télé. Oui. Si DAZN, parce que ou DAZN ou la Ligue peuvent effectivement sortir de ce deal, ça veut dire que dans 1 an, il faut être prêt à trouver la solution suivante. Dans 1 an, il faut être prêt pour une fin d'histoire DAZN en juin 2026. Donc, dans 1 an et demi, très précisément. Ouais. À ce moment-là, il faudra inventer quelque chose de nouveau puisque DAZN va se planter. Mais la personne qui vous a mis dans ce marasme a un nom. Oui, mais Daniel... Et cette personne, vous l'avez soutenue. Vous, mais comme d'autres. En fait, cette responsabilité, vous la portez avec les autres. Et c'est ça que je ne... En fait, malheureusement,
je comprends trop bien le pourquoi. Et ça me déplaît profondément. Moi, je dis que le bilan... Mais de votre part comme de celle de Pablo Longoria, qui sont les deux présidents que j'estime le plus dans notre football. Daniel, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Le bilan, on va le faire maintenant, effectivement, au mois de juillet 2026. Micro. Pardon, au mois de juillet. Ouais. Le bilan, on le fera au mois de juillet 2026. Mais il est déjà là, le bilan. Non, mais il était là, le bilan. Le bilan sur ces 4 nouvelles années. Le bilan, on le fera au mois de juillet 2026. On est reparti sur un nouveau cycle. On est reparti sur un nouveau cycle en changeant le bilan. Alors, en changeant, en ayant la volonté de changer. De ce qui était passé, de ce qu'on avait vu, puisqu'on en a vu des années, la Brune. Là, par exemple, l'achat du siège, vous qui êtes, vous l'avez dit, un féru de la finance, qui avait désendetté le LOSC, l'achat de ce 15 000 siège, m² dans Paris, ça c'est les notes de frais de Vincent Labrune, tout ça, le salaire, tout ça, vous avez les vu notes passer de frais ça de Gérard Lopez, tout le monde sait le trou qu'il a laissé à Lille, et lui il est à 200 000 par an de notes de frais. Vincent Labrune, tout le monde le sait, ça a été révélé par un rapport du Sénat. Un rapport du Sénat a dit ça. En tant que gestionnaire. Il a le PNF au cul, Labrune. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Pas encore. Oui, présomption d'innocence. Dire, je préfère ne pas m'exprimer. Daniel, il n'y a même pas de mise en examen, il n'y a rien du tout. Non, j'ai juste dit qu'il a le PNF. Oui, au fait, éventuellement, je préfère. Mais je pas dit qu'il était coupable. Mais vous avez le droit de dire, je me réserve le droit de ne pas commenter parce que je ne veux pas que. Daniel, je vous ai dit exactement quelle était ma position. C'est que dans les candidats qui avaient les parrainages, et qui était susceptible d'être le futur président de la Ligue, pour moi, il était le meilleur, sous réserve, Daniel, sous réserve qu'on ait une modification profonde d'un certain nombre de choses. Sous réserve. Si on n'a pas les modifications profondes d'un certain nombre de choses, on va se retrouver de nouveau avec les mêmes difficultés. Malgré ses WC, et là, on serait quand même les rois des imbéciles. Malgré ses WC, malgré son salaire, malgré le siège. Le temps passe, il nous reste 2 minutes, les gars. Il y a une autre élection qui arrive, c'est celle de la Fédération française de foot. Il y a 2 candidats et particularité, sur la liste de M. Sansonov, qui d'ailleurs viendra bientôt dans l'after, il y a un joueur en activité qui est Benjamin André. Alors, est-ce qu'il est venu vous voir? Il est chez vous? Parce que là, il s'engage pour une liste. Alors, est-ce qu'ils vont gagner, pas gagner? On ne sait pas. De toute façon, il y a du René. Ils ne sont pas favoris. Il y a du René à tous les étages. Donc, est-ce qu'il est venu vous voir pour vous demander une sorte d'autorisation, ou je ne sais pas, en tout cas de bénédiction? Et par ailleurs, est-ce que vous allez vous positionner pour l'un ou l'autre candidat? Première question sur Benjamin, que je connais depuis 2017 très bien, qui est un homme formidable. Et on est très heureux de l'avoir avec nous. On en parlait tout à l'heure parce qu'on a besoin de relais dans le vestiaire et Benjamin fait partie de ces relais. Et quand on parle de valeurs et de véhiculer ces valeurs, je pense que c'est un très bon exemple. Oui, bien évidemment, on en a parlé avec Benjamin. Il est venu me voir quand il a été sollicité en me posant la question de ce que j'en pensais. Et je lui ai dit que, voilà, je pense qu'il s'exprimera, mais l'idée c'est de vouloir changer un certain nombre de choses. Et c'est très bien qu'un joueur, y compris en activité, puisse effectivement donner son avis. Et Benjamin, la seule question que je lui ai posée, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est, ou en tout cas la seule condition, c'est que ça ne doit pas avoir d'impact sur son métier de footballeur professionnel. Donc pas des déplacements en permanence, pas trop d'activités pour qu'il ne soit pas impacté de ce côté-là. Après, encore une fois, moi je trouve ça très bien d'avoir des joueurs qui s'engagent, qui aient des idées, des avis et qui veulent s'investir. Moi je trouve ça formidable. J'espère que vous investirez pour le bien du football français, pas que de Lille, puisqu'on aime bien votre travail à Lille et que tout le monde vous félicite. Diallo ou personne? Joker. Sansonov du coup. Non, Joker. Non, parce que vous savez, quand vous avez une élection comme ça, vous avez un gagnant, un perdant. J'ai pas envie que mon avis impacte le club. Voilà. Globalement, j'ai horreur de la politique. Je ne veux pas faire de politique. Ah, c'est peut-être une réponse à ma question d'avant. Non, mais j'aime pas. En fait, et à partir du moment où nous, on fait du sport, et dans mon club, je l'ai dit tout à l'heure, la pile atomique, c'est de performer, c'est de gagner des matchs pour donner et procurer des émotions et du plaisir et rendre fier notre communauté. On est concentré là-dessus. À partir du moment où on commence à faire de la politique, on oublie le sportif et c'est pas bon. Oui, mais pour relever le football français, il va falloir des présidents forts. Et moi, je l'ai déjà dit, je vous le dis, je l'ai déjà dit à Pablo Longoria textuellement, une personne comme vous, parce que vous êtes le président d'un club qui est peut-être le premier, le deuxième en France, vous devez vous investir.
C'est primordial, Allez, le structurant. Il n'y a pas que votre club, c'est génial ce que vous faites. Mais un autre président comme vous, qui est à Lille, un club qui est maintenant habitué au top 5, qui joue la Ligue des Champions, vous avez parlé d'émotion, les gens sont très contents que Lille soit un nouvel acteur de ce championnat, on en dit 90% que du bien. On a besoin que mais des Daniel, présidents comme vous s'investissent pour notre foot, en fait. J'ai eu et j'ai beaucoup de sollicitations au niveau fédération, au niveau UEFA. Et pourquoi j'ai accepté d'être au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel? C'est pour le jeu football. Pour le football. Parce qu'on est là tous normalement pour protéger ce jeu-là. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans les instances sont là pour le football? Probablement que non. Non mais, et donc à un moment donné, parce que beaucoup oublient qu'on est tous là, tous, parce qu'il y a un terrain avec 22 joueurs dessus. Ça, on le sait. Ça. Et on a parlé tout à l'heure, effectivement, de plaisir, d'émotion, de fierté, qualité du jeu et du spectacle. Il faut protéger aussi les acteurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, mais je considère qu'à un moment donné, je ne voulais pas aller au conseil d'administration de la Ligue parce que c'est tellement dur, on y passe beaucoup de temps, voilà pour me plaindre, mais de gérer un club, ça ne s'arrête jamais, tous les jours de l'année, en permanence. Et donc laisser de l'énergie de côté pour aller s'occuper d'autre chose. Voilà, pour moi, encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de responsabilité vis-à-vis du club, vis-à-vis de notre communauté. Et ça doit être la priorité. Après, encore une fois, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'idées, effectivement, pour le jeu, le football. Et parfois, je suis assez inquiet pour le football. Merci Olivier Létang d'être venu. Dommage, merci beaucoup. J'aurais voulu savoir pourquoi. Merci de... En fait, la question sur Galtier qu'on nous demande. merci. Il n'était pas sur la fiche des 80 ans. Alors, je l'ai eu Christophe. J'ai eu Christophe qui pourra malheureusement pas être là parce qu'il joue. Et en fait, le problème, c'est que ça a été fait par une agence avec les équipes marketing du club et on avait 80 ans d'histoire avec beaucoup de monde. Il y a un autre entraîneur, et je pense que Christophe méritait d'être dessus. Il y a un autre entraîneur qui aurait mérité d'être dessus, qui est Claude Puel, par exemple. Moi, je trouve qu'il aurait mérité. Il n'y est pas, Claude. Et il y a plein d'autres personnes qui, malheureusement, effectivement, sont pas dessus. Le service marketing, ça bosse moyen. Mais ils ont bien mis Olivier Létang. Mettre de l'exigence au marketing. Non, mais il a la main sur le service marketing parce qu'il y a Olivier Létang sur la fiche. Non, j'ai pas la main parce que je suis un petit et je. C'est bien d'être interventionniste. Non, et je n'aurais pas dû y être. Ah bon? C'est mon avis. Moi, je vous assure, je l'ai découvert et j'aurais pas dû être effectivement dessus. Voilà. Donc il y a un problème de gestion à LOSC qu'on l'a trouvé alors. Là, il fallait surveiller la fiche des 80 ans. Marketing. C'était la fiche des 80 ans. Non, l'équipe marketing fait un travail formidable et on peut aussi parler quelques instants des 80 ans. Je pense que ça va être une formidable fête. Surtout avec la que vous êtes en train de passer. Ça va être une formidable fête et voilà, on va jouer un club qui est aujourd'hui en difficulté, mais on sait que ça va être un match qui va être très difficile. Mais tout ce qui va se passer autour du match va être très sympa. Bon, voilà. Continuez à et on est nous faire heureux en Ligue des Champions. Et on est heureux, c'est aussi ce que j'ai dit dans le livre des 80 ans, c'est que moi finalement je suis l'héritier de ceux qui étaient là avant et en tant que président, moi quand je partirai, je veux transmettre le club, responsabilité, dans de très bonnes conditions à celui qui arrivera après. Parce qu'il faut prendre soin et préserver ces actifs des territoires, on en revient au football et au club, et ça c'est quelque chose de fondamental. Merci de votre invitation. Merci.